et messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et toujours dans le cadre du One Forest Summit, la presse se mobilise et je suis avec Georges Dougueli, éditorialiste pour le compte de Jeune Afrique et journaliste spécialisé sur l'Afrique subsaharienne. Monsieur Dougueli, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, quelle est votre perception des travaux qui ont été menés durant ces 2 jours du côté de Libreville sur la préservation des forêts tropicales, notamment celles du bassin du Congo? Un peu comme on voit souvent les grands messes sur le réchauffement climatique, mais du point de vue du journaliste, c'est toujours intéressant d'être présent, de voir comment la communauté internationale se mobilise pour essayer de juguler ce phénomène. Surtout que moi, je suis, à titre personnel, plus interpellé par le One Forest Summit de Libreville, parce que je suis natif du bassin du Congo. Donc, je suis interpellé à double titre en tant que journaliste, aussi en tant qu'habitant de ce bassin. Je suis venu aussi pour voir si notre planète peut demeurer habitable grâce à la fonction que ce bassin formidable, ce réservoir de biodiversité arrive à apporter en termes de captage de CO2. De CO2, voilà. De carbone, oui. Alors, quel est l'enjeu pour le Gabon d'organiser un pareil sommet? Alors, il est multiple. Déjà, la première chose, en tant que journaliste, ce qu'on observe, je vous l'ai dit, c'est tous les efforts de la communauté internationale. Et le Gabon joue un rôle moteur en Afrique subsaharienne et particulièrement dans le bassin du Congo en tant que pays forestier dans le cadre de cette lutte-là. Sur un autre plan, il y a une vraie volonté politique qui est observable au Gabon. Depuis 2009, enfin un peu avant, il y a déjà eu la création des parcs nationaux en 2002. Oui. Il y a un projet qui a été mis en place à partir de 2009, où on parlait du Gabon vert. C'est toujours une occasion de venir se rendre compte qu'au-delà du slogan, il y a des faits. Un leadership incontesté du président Ali Bongo Ondimba, ça on peut le lui reconnaître. Voilà, on peut le lui reconnaître. Et aujourd'hui, la planète a les yeux tournés vers le Gabon pour scruter les mesures qui seront mises en œuvre, parce que les grandes décisions ont déjà été prises dans les COP, mais maintenant il y a des moyens de rendre ces mesures plus cohérentes à travers une harmonisation des législations, des politiques publiques. Et je pense que c'est une occasion encore de montrer que la situation n'est pas désespérée, on peut encore rattraper les écarts qui ont été créés. Et je me félicite de participer en tant qu'observateur, évidemment, et en tant que commentateur de cet événement. Voilà. Un sommet de l'ambition, un sommet de l'action, d'autant qu'il est co-organisé avec la France. Voilà, il est co-organisé avec la France et encore, on parlait de volonté politique. Maintenant, on voit que la France apporte un concours non négligeable à cette politique qui est mise en place à partir de Libreville. Et elle apporte de la force politique aussi au président qui essaie de faire avancer cette cause. Maintenant, il faut espérer qu'elle apporte aussi de l'expertise pour aider non seulement à préserver la biodiversité des forêts, à faire marcher le diptyque exploiter, préserver, et aussi apporter de la technologie pour tous les besoins qui ont été identifiés en termes d'observation satellitaire et tout ce qui nous a été expliqué là pendant ce sommet. La France qui a joué un gros rôle dans la préservation de ces écosystèmes, puisque c'est à Paris qu'a été signé l'accord de 2015, un accord qui a permis d'accélérer un peu la mise en œuvre des décisions pour stopper les changements climatiques. Mais aujourd'hui, on se pose quand même une question. On préserve, c'est bien, surtout pour nos forêts du bassin du Congo, mais à quel moment on pense à récompenser les efforts du Gabon, par exemple ? Bon, alors, un peu au-delà du Gabon, c'est un problème qui se pose pour tous les pays, tous les 3 bassins forestiers du monde, que ce soit à Bornéo, Bornéo-Mekong ou alors à l'Amazonie. À l'Amazonie, il faut pouvoir trouver un modèle de développement qui
n'entrave pas la cause de la protection de la forêt. Il faut pouvoir la préserver tout en continuant d'apporter aux populations un cadre de vie décent et sorti de la pauvreté. Donc, nous avons besoin, nous en tant que population de cette zone, nous avons besoin qu'il y ait un vrai marché carbone qui se développe pour que les pays qui polluent puissent racheter nos crédits carbone. Et la question du financement est au cœur de ces grands sommets sur le climat, puisqu'on en parlait déjà, je le disais, à Paris, à Glasgow et même récemment à Sharm el-Sheikh. Aujourd'hui encore, elle se pose à Libreville. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent? C'est la question que je pose un peu à tous mes invités. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Libreville soit le sommet de l'action? Je pense que le marché carbone n'est pas encore un marché totalement structuré. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement et qui n'est pas encore vraiment connu et peut-être même structuré. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours. Ce que moi j'ai retenu des débats que nous avons observés ici, c'est qu'il y a un problème de pricing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... comment évalue-t-on ce capital naturel? C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une biodiversité qui sert à capter le carbone. On a créé une unité depuis Kyoto, une unité, l'empreinte, enfin, comment vous appelez ça? Le crédit carbone. Le crédit carbone. Et quel est le prix d'une tonne de CO2? Certains disent 5 $, d'autres 30, d'autres même 50. En tout cas, la décision sera certainement au niveau politique, puisqu'il y a un segment présidentiel qui va clore les travaux de ce One Forest Summit. À côté, il y a également eu, durant ces 2 jours de travaux à Libreville, la coopération scientifique qui a été abordée. Vous savez, le Gabon ne peut plus évoluer en vase clos. On parle déjà du bassin du Congo et donc de tous les pays de la sous-région qui étaient là, mais également la coopération scientifique avec les pays qui sont concernés par l'Amazonie et l'autre bassin. Donc il y a véritablement ces travaux à mettre ensemble, à faire. Oui, et c'est l'occasion pour moi de relever quelque chose que j'ai observé pendant ces travaux. C'est les Africains ont eu une présence plutôt discrète. J'aurais apprécié que nous puissions apporter des résultats en termes de recherche et développement, que les crédits, que nos États accordent davantage de crédits à nos instituts de recherche et à nos universités pour former des scientifiques de haut niveau. Est-ce que ce n'était pas aussi l'enjeu de ce sommet? C'était l'enjeu, mais ça doit être le point de départ d'une politique publique qui accorde plus de crédits, justement, de budget à nos instituts de recherche pour que nous approprions la préservation de la forêt, tout ce que nous mettons en place. Les projets qui sont en train d'être développés, qu'ils soient développés par les Africains. J'ai beaucoup entendu dans les discours des demandes à l'égard de l'Occident pour qu'il nous apporte de la technologie. Nous avons toujours vécu avec la forêt. Il n'est pas normal que 60 ans après les indépendances, nous en soyons encore à commander l'expertise de l'Occident qui n'a plus de forêt. Il faudrait peut-être qu'il y ait une réponse africaine à ce problème des Africains. C'est un vœu, mais ça doit se traduire en politique publique dans les budgets des États. Il faut accorder à nos universités et à nos instituts de recherche de l'argent pour que des Africains puissent développer tous les instruments que nous avons vus. Airbus qui a mis en place un instrument d'observation satellitaire, toutes les entreprises innovantes qui nous ont exposé ce qu'elles sont capables de faire, nous serons obligés d'avoir recours à eux. Est-ce que dans un avenir proche ou lointain, l'Afrique pourra développer une expertise capable de rendre ce service à nos pays? C'est un vœu que je souhaite voir traduit en politique publique. Mais au-delà de l'expertise, qu'est-ce qu'il faut attendre au sortir de cette grand-messe de Libreville? Il faut attendre que les pays africains parlent d'une même voix sur le marché du carbone.
et dans les négociations internationales, parce que jusqu'à présent, c'était chacun pour soi. Je suis très heureux que le ministre Lee White ait annoncé que le Gabon a pu certifier son carbone. Je crois que c'est 90 millions de tonnes. 100 millions de tonnes émises, mais 90 millions effectivement certifiés. Voilà, ce serait bien que tout ça soit fait avec les autres pays africains peut-être à moyen terme. Il faudrait que nous puissions parler d'une même voix et aller sur la scène internationale face aux pays industrialisés pour que nous soyons beaucoup plus efficaces et que sur ce marché-là, notre voix compte. Alors, il y a que la société civile prend part souvent, les scientifiques à ce genre de sommet, mais on a l'impression que les décisions ne sont peut-être pas assez bien relayées. Est-ce que la presse n'a pas également un rôle dans tout ce qui se fait ici à Libreville? Alors, l'environnement n'est pas un sujet, j'emploie les guillemets, sexy. C'est-à-dire que dans la presse répond d'abord à un besoin. Elle est le miroir d'une société. Ah oui. L'environnement reste, les questions relatives à l'environnement, au réchauffement climatique, au climat, restent des questions de spécialistes, d'universitaires. C'est un segment assez réduit qui ne s'adresse pas toujours au grand public, mais c'est en train de changer parce que il y a une vraie conscientisation de la population qui commence à prendre la mesure des enjeux du réchauffement climatique parce que nous le vivons au quotidien. Oui. Et du coup, le discours ils sont sensibilisés de plus en plus à ce discours. Et la presse peut, à partir de ce moment-là, accorder plus d'espace pour parler de ces problématiques. Et c'est également à la presse de complexifier, j'ai envie de dire, le débat, parce que ces questions d'environnement, oui, elles concernent les spécialistes, les professeurs d'université, donc les scientifiques, mais elles concernent également les populations rurales, les gens qui sont dans le Gabon profond, à Fougamou par exemple, dans le sud du Gabon. Elles concernent de plus près, puisqu'il y a toutes ces questions de déforestation, de changement climatique, de conflits hommes-faunes. Il faudrait certainement que la presse prenne également la mesure. La presse doit prendre la mesure, mais il faut pouvoir expliquer aux populations que nous vivons une époque qui n'aura rien à voir avec ce que nos ancêtres et même nos parents ont vécu. Ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Il se trouve que la nature est en train de changer. Il se trouve que des rivières qui coulaient avant dans leur environnement ont séché du fait du réchauffement climatique. Il se trouve que même dans leur environnement immédiat, il y a des choses qui ne sont plus les mêmes. Donc, à partir de cette entrée-là, le journaliste peut parler à la population pour la conscientiser et lui expliquer les bons gestes à faire, ce qu'il faut éviter. Par exemple, la forêt qui nous fournit quand même à manger. Il faut pouvoir expliquer aux gens qu'on n'a plus le droit de tuer un éléphant. Oui. Avant, c'était un exploit dont on se gargarisait dans les villages. Maintenant, c'est interdit parce que c'est une espèce protégée. Il y a une révolution mentale qu'il faut opérer pour que les gens s'adaptent et comprennent que le rapport à la nature n'est plus le même. Merci à vous, Georges Dougueli. Je rappelle que vous êtes éditorialiste pour le compte de Jeune Afrique et journaliste spécialisé sur l'Afrique subsaharienne. Vous l'aurez compris, le One Forest Summit est donc en train de s'achever. C'était le sommet de tous les enjeux, de toutes les ambitions, mais surtout le sommet de l'action. Je vous dis merci et à très vite sur Gabon 24.